78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc@dgpr.bj. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, la célébration de la 20e bougie du centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution implanté à Ouida. L'événement n'est pas passé sous silence. Une cérémonie d'anniversaire a été organisée à la base de l'école à Ouida ce jeudi en présence du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, l'Institut national des recherches entend valoriser ses activités et innovations technologiques. C'est à juste titre donc qu'il organise depuis ce mercredi les journées portes ouvertes dans ses locaux. Une de nos équipes était sur les lieux, le compte rendu dans ce journal. Nous parlerons également de la deuxième réunion au titre de l'année 2023 du Bureau national de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. La rencontre de Dassazoumé a duré 2 jours et a été élargie aux présidents des associations régionales et départementales de la commune. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau. Bonsoir. La communauté internationale célèbre ce 21 septembre 2023 la 42e édition de la Journée de la paix. Mais que signifie ce mot et comment préserver la paix autour de soi? La rédaction de Canal 3 Bénin vous propose cet élément signé Esther Toffa. Nous allons suivre. Action en faveur de la paix. Nos ambitions pour les objectifs mondiaux. C'est sous ce thème que le monde célèbre ce 21 septembre l'édition 2023 de la Journée de la paix. La paix. Un simple mot qu'on retrouve sur toutes les lèvres, mais qui signifie beaucoup. À WANEP Bénin, nous préférons la définition de la paix positive, selon Joan Galton, qui dit que la paix est un état où figure la coopération. Une vie à l'abri de la peur, du besoin, de l'exploitation, la croissance et le développement économique, l'égalité et la justice, le pluralisme et le dynamisme, et où la violence est moindre, mais pas absente. À l'occasion de cette célébration, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a, comme à l'accoutumée, délivré un message. As we mark this International Day of Peace, people and our planet are in crisis. Conflicts driving record numbers of people from their homes, deadly fires, raging floods and soaring temperatures, poverty, inequalities and injustices, mistrust, division and prejudice. This year's theme reminds us that peace is not automatic. Peace is the result of action. Action to accelerate progress towards the Sustainable Development Goals and ensure that no one is left behind. Action to end the war on our planet and its natural gifts. Action to uphold and protect human rights and dignity of every person, especially as we celebrate the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. Action to use the timeless tools of diplomacy, dialogue and collaboration to diffuse tensions and end conflict. And action for those millions of people living through the horrors of war. Peace is not only a noble vision for humanity, peace is a call to action. Let us commit to build, drive and sustain peace for all. Le thème de l'édition 2023 de la Journée mondiale de la paix représente une invite à la promotion de la paix. Pour Franck Adamando du WANEP Bénin, plusieurs comportements entrent en ligne de compte pour une bonne culture de la paix. Je peux préserver la paix autour de moi en m'efforçant d'entretenir avec tout le monde des relations basées sur le respect des droits humains, le respect de l'autre et sur les valeurs humaines.
Et comme le disait l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, la paix est un comportement. Ce n'est donc pas quelque chose à faire un jour et à arrêter le lendemain. C'est un comportement de tous les jours. C'est un choix de vie qui amène à baser ses relations sur des valeurs telles que la reconnaissance de l'humanité de l'autre, le dialogue en cas de malcompréhension, la communication non violente, des méthodes pacifiques de gestion de conflits. Instituée en 1981, la Journée mondiale de la paix représente depuis 2001 une journée de non-violence et de cessez-le-feu. Une décision prise par un vote unanime de l'Assemblée générale de l'ONU. Peace for all. Je l'ai annoncé en début d'édition, le Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution implanté à Ouidah souffle sa 20e bougie. L'événement n'est pas passé sous silence. Ce jeudi, une cérémonie d'anniversaire a été organisée à la base de l'école à Ouidah. Cérémonie marquée par la présence du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Nous allons suivre. 20 ans déjà que le Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de pollution a été rendu opérationnel. Un événement que le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale et le chef d'état-major des forces armées béninoises ont souhaité marquer d'un cachet spécial. Le CPA-DD est le fruit de la coopération bilatérale entre le Bénin et la France. Depuis sa création, le centre a formé plus de 4200 spécialistes de l'action contre les mines, techniciens de la gestion sécurisée des stocks de munitions et des armes de petit calibre. Il a accueilli des stagiaires provenant de 49 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe, comme le montrent les drapeaux qui pavoisent la cour intérieure du centre ce jour. Bien que ces chiffres soient élogieux, ils n'auraient pu être atteints sans des hommes et des femmes résolument engagées à faire pousser la graine semée le 25 avril 2003 par le Bénin et la France à travers le geste de leurs représentants respectifs. Donc ça démontre qu'en 20 ans, nous avons réussi à construire un centre de référence auquel désormais de nombreux partenaires techniques et financiers s'intéressent au point de lui apporter aide, financement, compétences techniques. Nous avons 2 coopérants en permanence ici, et je dois dire que je sais que la pédagogie qui est utilisée dans ce centre s'adapte aux nouvelles contraintes. Le CPA-DD a pour mission de lutter contre les engins explosifs, sécuriser les dépôts de munitions et réduire la prolifération des armes légères et de petit calibre. Sur place, une présentation des nouveaux équipements a été faite à l'assistance et une simulation d'intervention pour détecter une mine posée par un inconnu. Je reste convaincu que chacun de vous continuera d'apporter sa pierre à l'édifice afin d'offrir à nos pays des opérateurs compétents et résolument engagés à débarrasser les terres de toute pollution pyrotechnique et explosive. Au nom de cette coopération, le Bénin et la France ont de belles perspectives pour lutter contre le terrorisme au Bénin. Le centre reste ouvert à ses partenaires et d'autres comme le Japon pour accroître sa capacité d'accueil et renforcer les capacités de ses ressources humaines. Je voudrais à présent vous inviter. Simulation en salle d'une situation de crise fictive pour recueillir et analyser les mécanismes de réponse proposés par des autorités politico-administratives en charge notamment de la sécurité. Tel est l'essentiel à retenir de l'atelier bilan qui a réuni plusieurs participants venus de 36 communes réparties sur l'ensemble des 12 départements du Bénin. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du programme Engagement des communautés dans la gouvernance des frontières mise en œuvre par l'Organisation internationale de la migration avec l'appui de plusieurs partenaires. Reportage.
Au menu de ce J2 de l'atelier bilan du programme d'engagement des communautés dans la gouvernance des frontières, une crise simulée, mais en salle, face à laquelle les participants sont appelés à réagir. Ainsi, différents plans de gestion de crise proposés ça et là ont été passés en revue, de manière à en déceler les forces et faiblesses et tirer des leçons, sait-on jamais. Les acteurs des plateformes communales et les acteurs des plateformes départementales se sont retrouvés et nous avons eu un cas d'agression dans un pays voisin, dans l'un des villages d'un pays voisin, où les occupants, en cherchant donc un endroit plus paisible, se sont déplacés en traversant le lac pour venir vers un village béninois. Donc il était demandé donc à chaque groupe de tracer le circuit décisionnel, mais également le circuit opérationnel de gestion de cette situation. J'ai assisté à une aparaco, des simulations en salle, des formations des autorités pour la gestion des crises. Et là, nous sommes désormais outillés. Et quand des crises surviennent, vous savez tout au moins quelles sont les premières dispositions que vous devez prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, ce n'est pas sur papier. C'est un travail de terrain. Et l'OIM est avec nous sur le terrain. Initiative conjointe de l'Organisation internationale pour la migration, OIM, et l'Agence nationale pour la protection civile, ANPC, le programme Engagement des communautés dans la gouvernance des frontières est placé sous la houlette de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Il s'adresse aux autorités administratives de 36 communes à travers les 12 départements du Bénin. Alors, le but des exercices de simulation de crise ou catastrophe, c'est d'outiller les autorités administratives et de sécurité, ainsi que les communautés, mais aussi les préparer à répondre aux crises. Nous avons des aléas. Les communes se sont dotées de plans de contingence et ces plans de contingence sont bâtis autour d'un certain nombre d'aléas. Les exercices de simulation de crise ou catastrophe permettent de tester ces plans de contingence-là. Si les aléas ou un aléa survenait, c'est voir vraiment les réponses que nous allons apporter. À noter que cet atelier vient en couronnement de plusieurs autres, tenus notamment à Natitengu et à Cotonou, lesquels s'inscrivent dans la droite ligne du programme mis en œuvre au Bénin avec l'appui financier du département d'État américain. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social s'est ouverte ce jeudi 21 septembre 2023 et à l'ordre du jour l'étude du budget général de l'État. Les travaux qui se tiennent au siège du CES s'étendent sur un mois et permettront également aux conseillers d'aborder plusieurs autres sujets d'ordre social et économique. Voici les temps forts qui ont marqué l'ouverture de la session. La rencontre est statutaire et celle-ci sera essentiellement budgétaire. La deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023 du Conseil économique et social s'ouvre avec à l'ordre du jour l'étude du budget général de l'État exercice 2024. C'est une tradition annuelle prévue par la Constitution du 11 décembre 1990, modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. Le Conseil économique et social a pour mission de donner son avis sur tout projet de loi à caractère économique et social. Ainsi, le législateur béninois a voulu faire participer toutes les forces vives de la nation au développement socio-économique du pays. Pour le rôle qu'il est appelé à jouer, le CES s'active pour l'accomplir efficacement, ce qui revient à faire des propositions constructives sur le volet économique et social du projet de loi de finances gestion 2024. Et notre attente, comme je l'ai dit, c'est que le volet social soit pris en compte. Nous savons que le gouvernement s'attelle déjà à régler les problèmes d'ordre social du pays. Et récemment encore, les retraités. Ce que nous souhaiterions, c'est que le gouvernement puisse continuer dans cet élan. Ce que nous attendons de cette session, c'est d'abord que le projet de budget soit étudié
et que nos suggestions soient proposées donc, au gouvernement. Et ensuite, il y a les sujets d'autosaisine que nous avons démarrés. Nous allons rentrer dans la phase très active où il y aura les visites de terrain, il y aura également l'audition des personnes ressources. Les travaux de cette deuxième session ordinaire se tiendront jusqu'au 30 octobre prochain. Au cours des assises, les conseillers vont également se pencher sur la problématique de la cybercriminalité, la commercialisation des produits agricoles et le service national pour une meilleure intégration socio-professionnelle. Parlons à présent de la deuxième réunion au titre de l'année 2023 du Bureau national de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. La rencontre de Dassazoumen a duré 2 jours et a été élargie aux présidents des associations régionales et départementales des communes. Elle a été l'occasion de faire le point des préparatifs de l'organisation de la 43e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones AIMF au Bénin. Imet Hélène Amosso pour plus de précisions. La réunion est organisée en réponse aux exigences des tests qui régissent le fonctionnement de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. En plus des membres du bureau national, elle a été élargie aux présidents des associations régionales et départementales de communes. La rencontre a été l'occasion de débattre d'un certain nombre de sujets d'actualité concernant les communes et aussi la Fertière. C'est une session très importante au cours de laquelle nous avons pris un certain nombre de décisions. D'abord, il y a eu une décision pour la formation des chefs de village et chefs de quartier sur la sécurité de proximité. C'est une activité importante que l'ANCB va conduire sur toute l'étendue du territoire. Pour la première phase, cette activité va se dérouler au niveau des 5 départements du Septentrion, au niveau du Borgou, Alibori, Atakura, Donga et des collines. Ce sera l'occasion de former nos chefs de village, de former nos chefs de quartier, de former également les chefs d'arrondissement et les élus sur ce qu'on appelle la sécurité de proximité. Au cours de ces assises, bien de préoccupations ont été abordées. Soucieux du bien-être des agents communaux et des fonctionnaires territoriaux, la ANCB a validé la poursuite des négociations pour l'augmentation des salaires de ces derniers. L'organisation de la 43e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones AIMF a également retenu l'attention. En effet, notre pays accueille en octobre prochain l'Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones AIMF. Il est vrai que c'est Cotonou en tant que ville hôte qui a le lead de l'organisation de l'AG. Et je suis persuadé qu'ensemble, nous ferons mieux. Mon souhait est que chacun de nous apporte sa touche au succès de cet événement qui, au-delà de Cotonou, contribuera au rayonnement de notre pays et donc de nos différentes communes. Fidèle à la vision de l'association et pour mieux accomplir la mission qui lui est assignée, les membres du bureau national ont réitéré l'engagement de jouer efficacement leur partition en vue d'une bonne gouvernance dans les collectivités territoriales. L'Institut national des recherches entend valoriser ses activités et innovations technologiques. C'est à juste titre donc qu'il organise depuis ce mercredi 20 septembre 2023 des journées portes ouvertes dans ses locaux. Une de nos équipes était sur les lieux. Voici le compte rendu de Esther Tofa. Je vous dis, soyez les bienvenus à l'INRAB. On va présenter des innovations de l'INRAB, j'allais dire des innovations du système en général. Ne restons pas juste à la présentation. J'en appelle à l'aide pour la diffusion de ces innovations. Voilà ainsi ouverte la foire exposition, marquant le lancement officiel des journées portes ouvertes initiées par l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB. Valoriser les fruits des recherches de l'Institut, c'est l'objectif principal de cette initiative. INRAB est un peu méconnu par la population, la grande population. Donc, beaucoup de gens disent les chercheurs cherchent et ne trouvent pas. Donc, nous voulons prouver que les chercheurs trouvent. Et donc, il fallait ouvrir l'INRAB à la population
pour qu'elles puissent venir voir ce qu'il y a comme technologie qui puisse améliorer leurs activités agricoles. Ceux qui sont des agriculteurs, des producteurs, des transformateurs, même des commerçants de produits agricoles, doivent venir voir comment nous améliorons ce qu'eux-mêmes utilisent déjà comme technique dans leurs exploitations agricoles. Des semences jusqu'aux produits finis en passant par les équipements et les innovations technologiques, tous les acquis des recherches de l'Institut sont présentés aux acteurs agricoles présents à cette cérémonie d'ouverture qui n'ont pas caché leurs impressions. Si nous devons faire valoir ce que nous faisons à la recherche et que ceci ne passe pas au niveau des producteurs, je crois que c'est lettre morte. Donc je félicite les autorités de l'INRAB actuelles. Moi, je suis éleveur, j'ai été impressionné par la recherche qui se fait sur les produits contre les tiques à partir des végétaux. Donc moi, j'étais déjà prêt à prendre. On m'a dit que c'est en formulation et que bientôt ça va sortir. Après cela, nous sommes arrivés au niveau, n'est-ce pas, des cocotiers. Et c'est vraiment impressionnant le travail qui se fait. Et c'était notre pays qui était en tête avant dans le domaine du palmier. Mais il me semble qu'entre-temps, on a été damés. Et je pense que grâce à l'INRAB, on va encore revenir. Pendant 2 jours, l'INRAB ouvre donc ses portes aux chercheurs, producteurs et transformateurs agricoles pour découvrir les innovations et les produits de ces recherches. Les portes se referment donc demain jeudi 21 septembre 2023. Parlons à présent de l'atelier de formation sur la génération des données pour les travaux du Codes Alimentarius. Les assises organisées par le Comité national du Codes Alimentarius ont regroupé des universitaires, chercheurs, scientifiques ainsi que des spécialistes de laboratoire. Occasion pour les participants d'améliorer leur compréhension des travaux du Creuset. Nous allons suivre. La session tient lieu de cadre de renforcement de capacité des participants. Elle a réuni des universitaires, chercheurs, scientifiques et laboratoires. Ils sont invités par le Comité national du Codes Alimentarius. Ces assises ont été l'occasion de mieux connaître les mécanismes de génération de données scientifiques pour soutenir les travaux d'élaboration des normes Codes ainsi que les contraintes y afférentes. Le système du Codes offre à tous les pays une occasion unique de participer à la formulation et à l'harmonisation des normes alimentaires. La conformité au Codes Alimentarius donne l'assurance que les aliments sont produits conformément aux normes visant à garantir la sécurité, l'adéquation nutritionnelle et la protection de la santé humaine. Pour participer efficacement aux travaux du Codes, notre pays a demandé et obtenu l'appui financier et technique du Fonds fiduciaire phase 2 de la Commission mixte FAO-OMS pour la période allant de 2020 à 2022 en vue de renforcer ses capacités nationales. Cet appui a permis de mettre en place un mécanisme pour un meilleur fonctionnement du Comité national du Codes Alimentarius, de renforcer les capacités du point de contact Codes au Bénin, de former plusieurs parties prenantes, d'organiser des campagnes de sensibilisation sur le Codes Alimentarius, prendre un arrêté interministériel pour faciliter l'intégration des normes Codes dans la réglementation nationale, d'organiser des sessions du Comité national du Codes Alimentarius, participer aux foires et d'opérationnaliser une interface web pour le Comité national du Codes Alimentarius, etc. Le contexte de la période 2020 à 2022, marqué par la perturbation liée aux restrictions imposées par le gouvernement pour juguler la pandémie Covid-19, n'a pas favorisé la mise en œuvre de toutes ces activités. C'est pourquoi notre pays a saisi la commission du Codes Alimentarius pour solliciter une autorisation pour la mise en œuvre des activités importantes restantes.
C'est dans ce cadre que cette formation a été autorisée. Les échanges ont été animés par un formateur recruté par l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont permis aux participants d'avoir une bonne compréhension des travaux du Codex Alimentarius et d'échanger sur les meilleures approches pour permettre la prise en compte des données issues des travaux scientifiques béninois par les groupes mixtes FAO-OMS du Codex Alimentarius. Nous allons à présent parler de la caravane Santé pour tous qui se poursuit. Il s'agit d'une croisade nationale de sensibilisation des populations sur les bienfaits de la vaccination. Une initiative du gouvernement béninois appuyée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'USAID. Le week-end dernier, cette caravane était à Lokossa dans le département du Mono. Voici le compte rendu de cette étape avec Narcisse Alossé. La caravane Santé pour tous investit les rues de Lokossa dans l'après-midi du samedi 16 septembre 2023. Plusieurs kilomètres à parcourir dans la cité de l'Espérance et à chaque étape, des populations sensibilisées sur les comportements adoptés pour avoir une bonne santé. La sensibilisation a été couplée avec une campagne de vaccination. Nous sommes en train de prendre les enfants de 0 à 11 mois qui n'ont pas respecté leur vaccination de routine. En même temps, nous vaccinons la population contre la vaccination antitétanique et l'administration de vitamine A pour les enfants de 0 à 59 mois. Il y a aussi la vaccination contre la Covid-19. Le concept Santé pour tous, voulu par l'État béninois et porté par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'USAID, lui, englobe une multitude d'actions. On a utilisé le mot santé pour tous parce qu'on va dans cette stratégie-là d'être aussi en bonne santé. Ce n'est pas que la vaccination, il y a aussi eau et hygiène, donc être dans un environnement sain, bien se nourrir, faire du sport. Donc c'est un message global pour être en bonne santé. Être en bonne santé, pour faire passer leur message, les organisateurs s'appuient à chaque étape sur des relais communautaires. Nous avons des communautés URUPOT dans toutes les communes qui sont impactées par cette activité et ce sont les communautés URUPOT qui sont chargées de faire la mobilisation. Tout comme les jeunes URUPOT, une cinquantaine de célébrités, des artistes pour la plupart, sont impliqués dans cette campagne et accompagnent la caravane. Le public de Lokossa a pu admirer les artistes Zeynab Habib et Sessimé au cours d'une soirée de concert après la caravane. C'est une joie pour moi d'accompagner la campagne, la caravane Santé pour tous. J'ai été contactée, approchée par l'équipe de UNICEF Bénin, USAID, enfin tous ceux qui sont en charge de cette caravane-là. Et quand j'ai appris que c'est pour la santé des mamans, des femmes enceintes et des enfants en bas âge, je me suis dit mais c'est important. On ne force personne à prendre les vaccins. On ne force absolument personne. On dit simplement que c'est nécessaire. Donc nous avons un carnet de vaccination. Même moi, j'ai un carnet de vaccination. Mes enfants ont un carnet de vaccination, mon entourage aussi. Tant que je peux passer le message pour demander à chacun de se faire vacciner parce que c'est très important. Il y a des épidémies qui arrivent. Mieux vaut être vacciné à l'avance pour éviter de tomber malade. C'est très important. Au total, 5 départements sur les 12 que compte le pays sont concernés par cette première phase de la caravane Santé pour tous. Il s'agit de l'Atlantique, du Borgo, du Koufo, du Mono et du Zou. En sport, la 11e édition du tournoi de football de solidarité et de l'avenir a connu son épilogue la semaine écoulée. Pour rappel, c'est une compétition initiée pour rassembler les jeunes des collines autour d'une distraction saine pendant les vacances afin de dégager les talents cachés. La finale de cette année a opposé Guépa Football Club de Tchogodo de Savalou à Star de Dassa. La rencontre s'est soldée par le score d'1-0 en faveur de Guépa FC de Tchogodo. Nous allons suivre. Guépa Football Club de Tchogodo en blanc contre Stade de Dassa en jaune. La rencontre s'est déroulée sur le terrain de l'école primaire publique de Tchogodo à Savalou. Elle consacre la finale de la Super Coupe TFSA. Cette deuxième phase du tournoi de football de solidarité et de l'avenir a connu la participation d'une dizaine d'équipes venues de 4 communes du département des collines, à savoir Glazoué, Banté, Dassa et Savalou. Ce qui s'organise ici est dans la même dynamique que ce que nous faisons au niveau du ministère des Sports.
la promotion du sport à la base. Donc ma présence ici témoigne de ce que nous sommes dans la même direction. Je félicite le parrain de l'événement, monsieur le président du comité d'organisation et tout son bureau. Les uns et les autres qui ont contribué à cet événement, merci de l'avoir fait. C'est une activité qui réunit au-delà de la jeunesse, mais toute la population. Parce que nous avons vu toutes les catégories de personnes ici qui sont intéressées et qui ont été très joyeux. Et on ne pourra pas parler de tout ce qui s'est passé sans penser aux différentes équipes. Pendant 90 minutes, les joueurs ont rivalisé d'ardeur et de talent. Au finish, l'équipe de Tchogodo est sacrée championne sur le score d'1-0. On avait au départ raté le tournoi qui vient de commencer et terminer. Maintenant, la Super Coupe, en tout cas, vraiment, la joie, c'est énorme. C'est une première fois que nous on participe et on est arrivé en finale. Ça veut dire qu'on va redoubler d'efforts pour pouvoir aller encore plus de l'avant et ne pas les décevoir la prochaine fois. Je suis venu, ça m'a retenu, je ne pouvais pas partir. J'ai attendu la fin. C'est pour dire que c'est très bien organisé. Je remercie donc le parrain de cet événement pour les efforts fournis. Pour cette 11e édition du tournoi de football de solidarité et de l'avenir, 2 compétitions ont été organisées. La Super Coupe TFSA a été précédée de la Coupe TFSA, remportée par Scorpion Rouge de Tchéti à l'issue d'une rencontre qu'il a opposée à Guépa FC de Tchogodo. Initié par le journaliste Jean-Marie Serdolo, le tournoi a pour objectif de rassembler les jeunes autour d'une distraction saine pendant les vacances afin de dégager les talents. Il a été parrainé cette année par Bertin Tameyon. Vous avez constaté l'animation en ce moment. Ce n'est pas la première édition, nous sommes à la 11e édition. Ça veut dire qu'il y a déjà 10 éditions par le passé. Nous comptons poursuivre avec cette organisation. Par exemple, pour l'année qui vient, s'il plaît à Dieu, nous allons étendre cet événement aux autres communes du département parce que jusque-là, nous avons couvert 4 communes sur 6. Donc les 2 autres communes, à savoir Savé et Ouessé, vont se joindre à la danse. En dehors de ça, nous pensons aussi mettre en place une organisation qui permette de couvrir les plus jeunes, c'est-à-dire les joueurs âgés de 15 ans et moins. En plus du trophée, l'équipe championne a également reçu des médailles en or, un ballon, un jeu de maillot plus une enveloppe de 150 000 francs. Le vice-champion ainsi que le groupe de joueurs classés 3e ont aussi été récompensés. Football toujours, l'arrondissement d'Akodéha dans le département du Mono renoue avec le tournoi de football intervillage. 35 ans après la dernière édition, la compétition a été organisée cette année grâce à Innocent Dossou, adjoint au maire de Komé et fils du terroir. Une compétition qui a connu son épilogue dimanche dernier sur le terrain de sport du CEG Akodéha. Voici le compte rendu de Narcisse Alossé. Ils peuvent exulter de joie avec Dame Coupe, sanctionnant le tournoi de football intervillage d'Akodéha, car ces jeunes gens marchent dans les pas de leurs aînés, derniers vainqueurs de l'épreuve il y a 35 ans. Et la similitude avec la génération de 1988, c'est le succès, un but à 0 en finale, mais cette fois-ci face à l'équipe de Bouégbidji dont les joueurs sont habillés ici en jaune. Mathieu va pouvoir récupérer. Mathieu qui joue très bien en combinaison avec son vis-à-vis de l'autre côté. Un adversaire qui n'a pas fait le poids car dominé dans tous les compartiments du jeu. Nous savions que ce match, c'est un match décisif pour nous. Depuis la maison, on savait qu'on allait déjà gagner ce trophée, mais nous sommes fiers. N'eût été un étonnant manque de réussite devant les buts adverses. Hugues Toto et ses coéquipiers auraient pu l'emporter largement. Mais le tarif minimum leur a tout de même valu, en plus du trophée, jeu de maillot, ballon et une enveloppe financière de 200 000 francs CFA. Ils sont repartis aussi avec beaucoup de prix individuels, notamment ceux du meilleur buteur, de meilleurs joueurs, mais aussi du meilleur gardien de but. Les autres équipes participantes ont aussi reçu des récompenses à l'issue de cette fête du football. Vous savez que pendant les vacances, nos élèves se livrent à des jeux un peu bizarres et il faut les occuper. De 16h à 19h, les parents savent que les enfants sont au terrain et le constat est fait. Et vous savez, quand on prend le monde entier aujourd'hui, le football, c'est une activité qui rassemble. Tout comme les résidents d'Akodéha et la diaspora, bien d'autres personnalités ont honoré de leur présence ce bouquet final. Je suis chez moi, donc Akodéha, c'est chez moi d'abord. Et en plus de cela,
il y a mon collègue, le premier adjoint au maire de Comé, qui m'a invité pour participer, pour venir le soutenir pour cette finale. Je suis là pour soutenir les jeunes, la jeunesse d'Akodeka, pour finir dans une ambiance de convivialité ce tournoi. Et je félicite M. Innocent Dossou qui a jugé bon que pendant les vacances, les enfants, nos jeunes, ils vont s'entraîner. Cette initiative a contribué à l'épanouissement des jeunes qui doit forcément contribuer au développement de notre commune aussi. L'initiative saluée ici fait renaître la fièvre du ballon rond à Akodeka, une localité qui a déjà vu beaucoup de ses fils évoluer au sein des sélections nationales de football au Bénin. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.